Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue dans les Siams TV Days. Toute cette semaine, Canal Alpha et le Siams, le salon des moyens de production microtechnique à Moutier, vous propose une série d'émissions spéciales pour débattre en compagnie d'une quinzaine d'entreprises de l'arc jurassien des différentes thématiques autour des savoir-faire industriels de notre région. Et justement, la thématique du jour, elle concerne les enjeux et défis globaux de l'industrie. Pour en parler, nous sommes toujours accompagnés par notre expert, Pierre-Yves Koller, directeur du Siams. Rebonjour Pierre-Yves. Bonjour Régis, ça fait plaisir de se retrouver sur ce plateau pour discuter du monde passionnant de l'industrie. Plaisir partagé évidemment. Et pour discuter de ces enjeux et défis globaux de l'industrie, nous avons également invité 3 entreprises sur ce plateau représentées par 3 invités. Pierre-Yves. Nous avons Philippe Cordonnier qui est responsable Suisse romande chez Swissmem, qui est l'association faîtière de l'industrie des machines en Suisse. Anne Hirtzlin, responsable de la durabilité chez Tornos à Moutier. Et Claude Jeannera, professeur en conception mécanique à la HEARC Ingénierie à Saint-Imier et Neuchâtel et d'autres locations. Rebonjour madame, rebonjour messieurs. Pour continuer de faire connaissance avec vous, je vous propose qu'on s'intéresse à ce qui fait la spécificité de vos entreprises. C'est ce qu'on va découvrir sans plus attendre avec un premier reportage, Pierre-Yves. Oui, nous nous rendons à Saint-Imier, à la Haute École, pour découvrir un laboratoire du futur. La HEARC Ingénierie qui a développé un concept de machine étonnant et révolutionnaire. Regardez. La Micro 5, c'est une petite machine d'usinage, de fraisage, 5 axes simultanés, donc qui permet d'usiner les 5 faces d'un cube. Et sa particularité, c'est qu'elle est vraiment très petite, grosso modo la taille d'une machine à café. Et en fait, elle n'en vit rien aux plus grandes, parce qu'elle est autant rapide, autant précise, et puis avec elle, on est capable de faire au moins aussi bien qu'avec les grandes. Premièrement, les avantages, c'est sa taille, sa consommation énergétique. On est sur une machine qui consomme beaucoup moins qu'une grosse machine. Et puis, du fait de sa très haute dynamique, on parle de machine à 2,5 G en termes d'accélération, on a des suivis de trajectoire qui sont parfaits. Et puis, on arrive à usiner une pièce, si on prend une carrure, en beaucoup moins de temps que sur une grosse machine qui va se traîner quelque part. C'est un peu la Formule 1 des machines. Alors, qu'est-ce qui l'a rendue autonome et auto-apprenante? C'est tout cet aspect intelligence artificielle. À l'époque, on était au balbutiement, on ne savait pas trop où on allait. Et puis, un soir de décembre 2017, je devais usiner beaucoup de pièces identiques. Et puis, un ingénieur, quand il n'a rien d'autre à faire, il va chercher, voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, j'ai pu regarder ce qui se passait dans le courant de la broche, voir qu'est-ce qui se passait quand j'étais dans la matière, hors de la matière. Et ça a permis de faire la présentation qu'on a faite au Siams en 2018 en disant, voilà, on passe dans une couche d'intelligence artificielle et ça nous dit la pièce, elle est bonne ou pas, alors même qu'elle est encore dans la machine. Et puis ça, c'était une véritable révolution pour garantir en fait aussi une pièce bonne du premier coup. Classiquement, aujourd'hui, quand on change d'outil, on va le remesurer. Tandis que là, elle venait toucher la matière et au moment de toucher la matière, on savait où on était. Et c'est ça qui la rend vraiment auto-apprenante. Claude Jeannera, on l'a vu, cette micro-machine est révolutionnaire, développée à la HEARC. Mais qu'est-ce qu'elle a concrètement de révolutionnaire, au-delà de sa taille, bien évidemment? Alors je dirais que le projet, il a été parfaitement expliqué par Alexandre. Merci Alexandre, nos étudiants sont bien drillés, enfin nos anciens étudiants sont bien drillés. Non, en fait, ce projet, il était tout simplement une étude sur l'efficience énergétique des moyens de production. C'est relativement ancien. L'idée initiale, c'était les années 2011-2012, où au niveau, je dirais, défi énergétique, on n'était pas encore du tout sensible à cette problématique. Et puis, dans le cadre de nos réflexions, c'est quand même aussi un petit peu aux écoles d'essayer d'anticiper, de voir un petit peu ce qu'on peut faire de différent. Innover, c'est souvent faire un petit peu différent, mais tout en ayant un moyen de production tout aussi efficace. Et puis l'idée, ça a été de dire, mais quelles sont les contraintes que l'on peut poser, donc quelque part les nouvelles grandeurs que l'on peut poser pour aller dans le sens de minimiser la consommation, de minimiser la place, mais tout en étant aussi performant, voire plus performant dans certains cas. Et puis finalement, pour le reste, c'est une architecture tout à fait traditionnelle. On reprend les théories de l'EPFL de M. Pruvot des époques 1970-1980. Donc l'architecture n'a rien de particulier, si ce n'est qu'elle est beaucoup plus petite. Les masses sont adaptées à la pièce qu'on usine, les grandeurs sont adaptées à la grandeur qu'on fabrique. Et puis finalement, cette faible masse, environ 10 kg maximum, ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est un petit peu comme la Formule 1 par rapport à une voiture qui fait 3 tonnes. On va pouvoir passer
les virages beaucoup plus rapidement et surtout avec une tenue en vitesse beaucoup plus élevée. La machine, finalement, c'est exactement la même chose. Grâce à sa petite masse et ses accélérations relativement importantes, elle va pouvoir faire des suivis de trajectoire à vitesse constante, ce qui représente pour la qualité de la pièce une qualité maintenue, quel que soit le virage ou le contour qu'elle doit faire. Et finalement, au-delà de sa consommation énergétique environ 10 fois inférieure aux moyennes de l'époque, aujourd'hui on sait très bien que ça a diminué, donc au-delà de ça, c'est aussi la qualité de la pièce qui permet d'avoir des états de surface et des précisions géométriques plutôt supérieures à ce qu'on a, ce qui permet par exemple dans l'industrie aujourd'hui, donc c'est les retours que l'on a, c'est par exemple de supprimer des opérations de prépolissage entre l'usinage et puis la finition, notamment dans l'horlogerie. Donc voilà, donc les qualités, c'est principalement basé sur le défi énergétique, mais quelque part derrière aussi, c'était aussi améliorer certaines particularités des machines qui sont les limites liées aux grandes masses et puis aux accélérations limitées. Pierre-Yves Collet, vous vouliez réagir? Oui, j'ai une question complémentaire. Vous parlez de Formule 1. Or, tout le monde sait que les Formule 1, ce sont des véhicules très fragiles qui sont faits pour faire 3 tours et demi avant de repasser au garage, enfin à peu près. Qu'en est-il de la fiabilité de cette machine ? Alors, ça, c'est une bonne question, parce que finalement, c'est pratiquement ce genre de question qu'on a eu dès le départ. Ça semblait être de la dinette, comme on disait au départ. Mais en fait, si vous regardez les énergies transportées aux vitesses que l'on a, par rapport aux masses que l'on a, la réalité, c'est que les énergies sont beaucoup plus faibles que ce qu'aurait une grande machine. Donc, en cas d'impact, par exemple, c'est souvent là qu'on a des destructions, l'impact sera beaucoup plus faible sur une petite machine qu'une grande machine. Donc, si on veut quelque part, l'accident ne va rien provoquer. Pour le reste, les durées de vie des composants sont rigoureusement identiques aux autres composants. Donc finalement, il n'y a aucune raison objective pour que la fiabilité et la durée de vie soient plus faibles. Anne Hirsla, Philippe Cordonnier, une réaction sur cette machine étonnante? Alors, moi, j'ai eu de la chance de la découvrir depuis quelques années déjà. Je suis assez convaincue de cette nouvelle technologie et je pense que c'est vraiment l'avenir. Donc, je ne peux que saluer toutes ces initiatives qui ont été démarrées. Philippe Cordonnier? Alors, indépendamment de cette machine, je pense que ça montre la diversité, la richesse, l'innovation de nos entreprises en Suisse, qui ont toutes pour moteur l'innovation, la précision et finalement la qualité. C'est ce qui fait, ce sont les caractéristiques de l'industrie des machines en Suisse. Et ça montre aussi que nos entreprises, elles arrivent à sortir de la monoculture. Ça a commencé par le monde de l'horlogerie, qui aujourd'hui est encore extrêmement porteur. Mais les entreprises, pour éviter, ça a été dit d'ailleurs par Tornos, pour éviter ces problèmes de cycle de l'automobile ou de l'horlogerie, maintenant travaillent dans des domaines extrêmement diversifiés, travaillent aussi bien pour l'horlogerie que pour la sous-traitance médicale, pour le domaine aéronautique, le spatial, les outils. Donc elles se diversifient, toujours avec comme particularité d'avoir la qualité, la précision et la fiabilité comme objectif. Est-ce que la miniaturisation des machines avec des consommations d'énergie toujours plus basses, c'est l'axe principal, ou en tout cas un des axes principaux des futures innovations industrielles, selon vous? Ça rejoint quelque part ce qui a été dit, enfin de mon côté, ce qui a été dit, c'est la minimisation. De manière générale, on a souvent imaginé que la matière était à profusion et qu'on ne devait pas se soucier finalement de la quantité de matière qu'on utilise. Souvent, la matière était relativement bon marché, donc c'est vraiment un élément qu'on ne prenait pas en compte. Ce qui veut dire que lorsqu'on construit, on construit avec ce qu'on a, on a suffisamment, alors que dans la réalité, le besoin réel pour pouvoir obtenir de la précision et de la vitesse, il est bien inférieur. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les outils de simulation nous aident énormément à pouvoir faire ce travail. J'ai envie de dire, lorsque j'ai commencé de travailler, on n'avait pas cette possibilité. Ça veut dire qu'on faisait ce qu'on appelle de l'innovation incrémentale. Ça veut dire qu'on savait ce qui fonctionnait, on faisait un nouveau produit, je dirais de manière similaire, un peu plus grand, un peu plus petit. Aujourd'hui, on a vraiment des possibilités d'optimiser, donc d'aller mettre de la matière là où il le faut. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une particularité des ingénieurs d'aujourd'hui, c'est d'être capable d'être hyper pointu puis de faire juste ce qu'il faut. Et les outils sont suffisamment précis pour qu'au final, le mécanisme réel fonctionne exactement comme c'était prévu. Anne Hirsla, Philippe Cordonnier, des machines miniatures, c'est partout dans les usines demain, c'est l'avenir pour vous? Alors, oui et non. Je pense qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme pour la fabrication additive, ce sont des nouvelles technologies qui permettent de faire des nouveaux produits d'une nouvelle manière.
Ça ne va pas remplacer les machines traditionnelles, qui on a toujours besoin, par exemple, pour faire des grosses pièces de voiture, par exemple, ou pour des pièces d'avion, de grandes machines d'usinage. Ça se fait toujours, ça se fera toujours, mais on a ces nouvelles machines pour des nouveaux domaines, comme la fabrication additive ou la fabrication de très petits composants, qui offrent des nouvelles perspectives à notre industrie qu'il n'y avait pas précédemment. Donc ce sont des nouvelles niches qui s'ouvrent, qui vont compléter ce qui se fait déjà aujourd'hui et ce qui se fait encore beaucoup mieux aussi. Il y a une évolution aussi dans les grandes machines, évidemment. Anne Hirslin. Moi, je pense effectivement le fait d'avoir des machines, en tout cas compactes, qui prennent peu de place, peu de surface au sol, c'est quand même très demandé par les clients, parce que les coûts de construction sont chers, parce que voilà. Et on voit typiquement avec notre Swiss Nano, qui consomme très peu, qui est très compacte, c'est une des machines qui a beaucoup de succès dans les marchés. Donc on voit, il y a vraiment cette tendance qui est là. Pierre-Yves, la Micro 5 avait été présentée au SIAMS en 2016, si je ne m'abuse. Et quels avaient été les retours à l'époque ? 16 ou 18 peut-être. 16. Ah, 16, oui. Alors effectivement, donc, la micro-machine avait tiré beaucoup de monde. Bon, alors déjà, le SIAMS, on trouve des innovations à tous les coins d'allée, mais effectivement, la micro-machine avait tiré beaucoup de monde. Et puis, finalement, au SIAMS 2022, vous aviez présenté la micro-usine, qui est l'étape supplémentaire. Donc là, c'est vraiment la micro-machine dans une armoire avec différentes autres machines, systèmes de manipulation, etc. Où là aussi, ça a attiré beaucoup de monde parce que ça fait réfléchir. Les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? En plus, c'est une architecture en bois. Qu'en est-il de la précision ? Enfin, on a eu beaucoup de questions. Vous avez certainement eu beaucoup de questions. Et puis, juste pour l'anecdote, on est en contact régulier avec d'autres salons en Europe. Et un en particulier, je ne vais pas le nommer, était extrêmement jaloux du SIAMS parce que nous avions la micro-usine et pas eux. Alors bon, finalement, ils ont fini par l'avoir l'année passée, puis ils étaient très contents. Mais effectivement, donc, cette innovation de notre région, par la Shoark, mais aussi par les entreprises, parce qu'on l'a dit, ça innove vraiment partout. C'est quelque chose qu'on retrouve à Moutier, mais qu'on retrouve partout et qui est vraiment l'importance dans notre région. La micro-usine d'ailleurs dont on reparlera tout à l'heure dans cette émission. Mais avant ça, je vous propose d'enchaîner avec un deuxième reportage consacré à notre deuxième entreprise invitée sur ce plateau, Pierre-Yves. On va se retourner chez Tornos. Absolument. De nouveau à Moutier, juste près du SIAMS. Tornos qui porte aujourd'hui une attention toute particulière à sensibiliser son personnel aux questions de durabilité. Je m'appelle Anne Hirslin, donc je travaille chez Tornos en tant que responsable de la durabilité. À partir de 2017, on a travaillé sur les valeurs de l'entreprise et puis ces valeurs ont naturellement apporté cette thématique de la durabilité, de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Les questions de durabilité sociale se traduisent sous différents angles. On a typiquement toujours dans le cadre des valeurs développé une communauté des valeurs. Il y a également différentes activités qui sont entreprises. On a des cours, par exemple, pendant les pauses de midi. On a différentes initiatives qui sont prises par les collaborateurs. Et puis, on va cette année faire une journée citoyenne. Cette notion de durabilité, on la retrouve également dans le recrutement chez Tornos. Ça fait partie vraiment de la vie d'entreprise, c'est un programme d'entreprise. Donc quand on a affaire à des personnes qui souhaitent être engagées chez nous, c'est vraiment un critère qui compte aussi, qu'on va directement présenter aux collaborateurs pour qu'ils soient tout de suite sensibilisés sur le sujet. En matière d'écologie et de développement durable, au niveau des produits, donc on a fait pas mal de travail déjà depuis plus de 20 ans. Il y a des options qui ont été développées. Au niveau de la conception des produits aussi, il y a des choses qui ont été faites. On a typiquement des modes qu'on peut activer sur les machines qui permettent d'économiser jusqu'à 75% d'énergie. On a actuellement un groupe de travail qui s'occupe de tout ce qui est efficience énergétique des machines. Je pense que l'axe de la prochaine révolution industrielle pourrait être effectivement la durabilité. On a vraiment beaucoup de demandes au niveau de la réduction de l'énergie, au niveau de l'économie circulaire aussi, pouvoir réutiliser les machines. Il y a aussi un cadre légal qui fait qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui sont demandées, qui se mettent en place, beaucoup d'initiatives. Et je pense qu'effectivement, ça peut déboucher sur une révolution. Anne Hirslin, vous parlez d'initiatives. Il y en a une chez Tornos qui a été mise en place, au-delà de bien d'autres, évidemment. Turning Sustainable, c'est un programme basé sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Quels sont ces objectifs et sous quelle forme concrète est appliquée cette initiative chez Tornos ?
Alors, nous avons sélectionné les objectifs qui nous paraissaient les plus pertinents dans l'entreprise et on a vraiment travaillé donc, en équipe, une équipe composée de personnes de hiérarchies différentes. Et le but, c'est déjà, dès le départ, de sensibiliser les collaborateurs sur cette thématique-là. Et on décline vraiment ce programme Turning Sustainable autour de ces 17 axes. Et concrètement, quand vous parlez de sensibiliser le personnel, on a des images qui nous viennent en tête, on se dit pensez à éteindre les lumières, enfin c'est des choses qui peuvent être tout à fait évidentes, peut-être que ça va aussi plus loin que ça ? Alors bien sûr, c'est une des thématiques, mais on a aussi même créé des workshops en fait dans les différents départements où ils ont travaillé sur ces thématiques-là et ils sont venus, on a eu vraiment beaucoup de propositions de la part des collaborateurs en production partout en disant tiens, si on met ça en place, on pourra réduire l'énergie. Ce qui a fait que toutes ces initiatives mises bout à bout ont permis de réduire la consommation de 35% sur 3 mois. Est-ce que ce genre d'initiative est de plus en plus répandu dans les entreprises ? Philippe Cordonnier, peut-être ? Oui, bien sûr, évidemment, je pense que l'hiver passé était quand même un choc pour beaucoup, au niveau privé, lorsqu'il a fallu baisser la température dans les appartements, mais aussi dans les entreprises. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé un matin en ayant un peu froid. Et là, on prend conscience, finalement, de l'approvisionnement qui peut être problématique. Et je crois que c'est une histoire qui touche tout le monde. Ce n'est pas seulement le manager qui doit trouver la solution, mais ce sont des solutions qui viennent de la part de tout le monde. Tout le monde est impliqué, tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Et je pense que ce sont les opérateurs, les gens du terrain, de l'atelier, qui, eux, connaissent vraiment le fonctionnement des machines, les besoins en termes aussi énergétiques, qui peuvent contribuer ensemble à trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on pourra améliorer cette problématique. Claude Jeanneret, on parlait tout à l'heure des jeunes qui sont déjà de base sensibilisés à toutes ces questions-là. Est-ce que ce genre d'initiative est toujours bien accueilli ? C'est toujours compliqué de demander aux gens de faire des efforts. Est-ce que parfois ça coince quand même un peu ? Je dirais que de manière générale, non. Alors après, dans les faits, c'est autre chose, mais ça ne coince réellement jamais. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à essayer de comprendre les enjeux. Et puis l'application peut être un petit peu différente. J'ai envie de dire que, par exemple la moto puissante ou surpuissante, la voiture surpuissante, elle est toujours dans l'ADN des gens. Donc, quelque part, de vouloir... dire que tout ça, c'est peut-être plus les solutions de demain, ça peut être difficile, c'est pas vendeur. Donc quelque part, l'idée, c'est de dire, l'idée, c'est pas de restreindre les libertés, c'est finalement de modifier un petit peu ce qui fait fun quelque part. Qu'est-ce qui va demain nous faire éclairer les yeux ? C'est peut-être plus ce qu'on a vécu, c'est peut-être des choses nouvelles, c'est peut-être des nouvelles technologies, ou peu importe. Donc c'est vrai que pour moi, l'important, c'est de ne pas donner un message austère. C'est de dire finalement, OK, on devra peut-être vivre différemment, faire différemment, mais faisons-le, entre guillemets, de manière joyeuse. Et puis surtout, se dire ces nouveaux défis, c'est vraiment des défis qui sont hyper intéressants. Et quelque part, l'intérêt, il est là, il continue d'être là, il sera peut-être même encore supérieur. Anne Hirtslain, sur l'accueil des collaborateurs concernant ces initiatives, est-ce que c'est toujours bien accueilli ? Alors jusqu'à maintenant, on a eu des retours très positifs. Je dois dire qu'on a eu vraiment des retours et vraiment des bonnes idées. On a lancé aussi un programme pour lutter contre le gaspillage énergétique. Ça a été très bien perçu. Les gens se sont rendus compte en fait des effets si on n'éteint pas une machine. Enfin, ils ont vu vraiment, ils ont pu mesurer ça. Donc je pense que à partir du moment où on implique les gens, où ils voient le résultat, il y a forcément un intérêt et je pense que c'est perçu très positivement, oui. Philippe Cordonnier. Je pense qu'il y a un aspect extrêmement important, c'est de faire comprendre à notre population que ce n'est pas nous qui allons résoudre les problèmes du monde. Alors, il ne faut pas demander aux gens de faire seuls l'effort et ensuite de laisser le reste de la planète faire ce qu'elle veut. Il faut qu'on comprenne que les efforts sont importants chez nous, en termes d'exemplarité, on a des solutions. Mais aussi, comme je l'ai dit auparavant, notre industrie peut, grâce au fait qu'on exporte 80% de nos produits, on peut contribuer aussi à ce que les autres fassent le même effort et qu'on puisse ensemble, tous les pays du monde, finalement, contribuer à baisser ces émissions de CO2. Parce que la Suisse, c'est que quelques petits pourcents des émissions de CO2. Donc, pour ne pas se pénaliser soi-même et en fait être frustré, il faut aussi qu'on donne cet aspect positif de contribuer aussi à ce que les autres peuvent nous aider dans cet objectif. Pierre-Yves,
tout comme les entreprises, le SIAMS, lui aussi, doit chercher des solutions pour s'organiser dans son organisation pour répondre à ces questions environnementales. Quelles sont ces solutions? Alors, nous en avons parlé tout à l'heure déjà, donc on a déjà commencé d'y travailler. Et comme l'a expliqué Anne Hirtzlin, nous avons aussi décidé d'impliquer nos collaborateurs, dans le cas précis, ce n'est pas nos collaborateurs, mais nos exposants, puisque nous aurons prochainement un comité des exposants où nous allons reparler de cette thématique pour voir finalement que peut-on faire de plus et de mieux qui va dans ce sens-là. Je vous propose qu'on élargisse un peu le débat sur toutes ces questions qui ont été déjà traitées et abordées jusqu'ici. Une première question peut-être pour vous, Anne Hirtzlin. Pour vous, ce serait quoi le défi ou l'enjeu majeur de l'industrie de demain? On a parlé de miniaturisation, on a parlé d'écologie. Je ne vous demande pas d'en choisir un en particulier, mais l'axe principal pour vous, Moi, je reviens à mon mot-clé, c'est l'innovation. Je pense que c'est vraiment par l'innovation qu'on va pouvoir faire face aux défis auxquels on est confronté aujourd'hui. Vraiment, clairement. Claude Jeanneret. Alors c'est vrai que si je rebondis sur le mot innovation, il est hyper important. Après, il faut préciser quel genre d'innovation, parce que si on veut changer les choses, on appellerait ça des innovations de rupture. Et lorsqu'on parle d'innovation de rupture, il faut avoir de l'adhésion. Et pour moi, ça, c'est probablement le défi. C'est le défi. On va innover différemment, mais il faut faire adhérer. Parce qu'en fait, dès le moment où on change, il y a de la résistance. Donc il faudra beaucoup expliquer, il faudra, à mon avis, être présent partout et puis accompagner le changement. Donc j'ai envie de dire qu'il faut arriver à obtenir de l'adhésion, je dirais, de manière dans différents départements qui peuvent après faire le relais pour pouvoir avoir cette adhésion globale. Donc innovation, absolument, mais innovation particulière et puis adhésion derrière. Et on revient sur mon mot-clé qui était cohérence, où finalement, cette innovation, on doit vraiment faire un puzzle cohérent de tous les éléments pour que ça fonctionne. Philippe Cordonnier. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec le mot innovation. Le problème, je vois un peu un bémol, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les PME, qui sont le cœur de l'industrie, 85% de l'industrie sont portés par des PME. Aujourd'hui, les PME de notre pays en industrie ont énormément de peine à continuer à faire de l'innovation parce qu'elles manquent de ressources financières. Aujourd'hui, les marges dans notre industrie sont érodées par des problématiques dont on a parlé de coûts de production, entre coûts d'énergie, augmentation des salaires, problèmes d'approvisionnement. Et toutes ces contraintes, aujourd'hui, érodent les marges de nos PME. Et sachant que ce sont les PME aujourd'hui qui innovent la plupart du temps, elles ont une plus faible capacité d'innovation parce qu'elles ont moins de moyens financiers. Et c'est pour nous un risque majeur de perdre notre industrie parce qu'elle n'a plus cette capacité d'innovation, sachant que l'innovation, elle est financée essentiellement par les entreprises et non pas par l'État, ce qui est important parce que ce sont les entreprises qui savent mieux que quiconque comment innover, quels sont les produits à mettre sur le marché. Et si elles n'ont plus cette capacité d'innovation parce qu'elles n'ont plus les ressources financières, eh bien c'est une lente érosion malheureusement de l'industrie auquel on pourrait être confronté. On parle d'innovation, j'en profite, Claude Jeanneret, pour me tourner vers vous et qu'on dise un mot sur le Micro-Lean Lab. Notre ami Pierre-Yves Collère en a déjà dit un mot tout à l'heure, mais plus concrètement, c'est donc l'évolution, la suite du projet de la micro-machine. Qu'est-ce que ce Micro-Lean Lab et quelles sont ses applications possibles dans l'avenir en entreprise sur le terrain? Alors déjà, peut-être la naissance du Micro-Lean Lab, ça finalement, dans une école, c'est la particularité, c'est que nos étudiants travaillent aussi dans ces thématiques. Et puis, quelques étudiants ont eu comme mission de faire un joli carénage à cette machine Micro 5. Et puis, ils n'ont pas obéi, merci à eux. Et puis, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'ils se sont dit, mais finalement, si cette petite machine, elle prend peu de place, elle consomme peu, pourquoi on ne la mettrait pas comme dans une étagère? Donc, faire quelque part une micro-usine à plusieurs machines, peu importe le type de process, dans un environnement hyper restreint, mais surtout aussi en utilisant la verticalité. Donc ça, c'était l'arrivée de leur projet qui a tout de suite séduit au niveau des professeurs. Ce qui nous a permis de déposer un projet spécifique soutenu par la HESSO, donc notre principal contributeur au niveau des financements internes, ce qui nous a permis de développer cette première idée, donc la première usine en bois qui est aujourd'hui encore celle que l'on utilise, est issue d'un projet cette fois-ci de recherche, non plus d'étudiants. Et puis quelle est l'idée là derrière? Finalement, si on veut encore plus restreindre la place que prend l'industrie, la plupart du temps, on a énormément de place en verticale qu'on n'utilise pas. Donc l'idée de l'étagère, finalement, elle n'est pas si saute que ça. Puis d'ailleurs, si on voit juste derrière nous, ça ressemble un petit peu à une micro-usine, en fait, ce qu'on a ici à l'arrière. C'est que finalement, vous imaginez sur cet environnement des machines qui sont
simplement le long du mur et puis qui vont utiliser aussi la hauteur avec un système de robot autonome qui pourra asservir toutes ces machines et puis passer par exemple pour faire un produit fini depuis la première station jusqu'à la dernière station de manière totalement autonome. Mais derrière ces idées qui vont permettre de prendre moins de place, de faire aussi également de l'économie d'échelle en utilisant par exemple qu'un seul appareil pour plusieurs, plutôt que d'avoir des machines qui sont complètement équipées. Donc là aussi, on a des aspects économiques très importants. Derrière cette idée aussi, il y a toute la veine numérique. C'était aussi un projet dit Industrie 4.0. Et puis là derrière, c'est de dire, mais cette petite machine, elle est tellement peu puissante qu'elle a une sensibilité, si je peux dire ça comme ça, qui est hors du commun. Ce qui veut dire que quelque part comme moi, si je touche quelque chose, je le perçois tout de suite. Cette petite machine, avec sa faible puissance, dès qu'elle va toucher quelque chose, elle le perçoit. Et puis si j'extrapole avec ce qu'elle est capable de faire, elle est capable de savoir qu'elle est en train d'usiner, elle est capable de savoir que l'outil, il s'use, etc., etc. Elle peut s'interfacer directement entre l'outil et la matière sans appareil de contrôle. Ce qui veut dire que cette petite machine, quelque part, elle pourrait, dans un avenir à définir, être plus ou moins autonome et arriver à s'auto-calibrer en fonction de ce qui est en train de se passer. Et ça, on peut le faire pour la Micro 5, mais on peut le faire aussi pour plein d'autres procédés. Et puis, ce Micro-Lean Lab, finalement, il est né de ces idées. Et puis, différents partenaires nous accompagnent. Donc, c'est en fait un financement principalement privé, un laboratoire d'expérimentation. Et puis, finalement, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter, aussi bien du point de vue hardware, ça veut dire l'élément physique qui représentera, par exemple, une micro-usine, mais surtout toute la veine numérique d'interconnexion entre les machines et puis d'autonomisation de la production. Une réaction sur ce que va dire Claude Jeanneret concernant cette micro-usine. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce qu'on imagine l'avenir avec des micro-usines un peu partout qui remplaceront les grosses usines de l'industrie d'aujourd'hui? Alors, l'évolution que je vois dans les entreprises qui sont dans notre giron, c'est une évolution tout à fait similaire, à savoir des machines de plus en plus performantes, qui sont de plus en plus connectées aussi, connectées entre elles, mais aussi connectées avec soit les fournisseurs, soit les clients. Et les entreprises vont de plus en plus vendre de la machine, des machines et aussi des services pour, par exemple, avoir de la valeur ajoutée sur des produits finis qui seront personnalisés. Et ça, c'est une tendance que l'on voit à tout niveau, dans les domaines aussi bien de grosse consommation, par exemple, comme l'automobile, mais aussi vers l'aéronautique, vers la connectique ou vers le domaine médical, la sous-traitance médicale aussi, qui est extrêmement important, pour, par exemple, produire des prothèses qui soient directement aux besoins et aux mensurations du patient, par exemple. Anne Hirtla, je vous vois acquiescer. Vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit sur ce plateau concernant l'avenir? Je suis assez d'accord et je pense qu'il y a tout à fait possibilité, vous le disiez Philippe, de personnaliser en fait des pièces, surtout par rapport au médical. Donc c'est clair que je pense que cette micro-usine, elle a un avenir, mais là on passe aussi par une phase il faut pouvoir convaincre. C'est clair que c'est un changement de paradigme et puis ça va, je pense, prendre un peu de temps. Eh bien, merci madame, merci messieurs pour toutes ces explications. Je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Les défis et enjeux globaux de l'industrie d'aujourd'hui et de demain sont plantés, de la durabilité à la formation en passant par l'innovation, l'écologie, les méthodes et processus de travail. Pierre-Yves, je vous laisserai le mot de la fin. On l'a vu, les défis sont nombreux, mais les solutions existent. L'industrie d'aujourd'hui prouve qu'elle est capable une nouvelle fois de se réinventer. Est-ce qu'il en sera de même demain? Merci Régis. Les mots de la fin, c'est compliqué, c'est plutôt la suite des aventures extraordinaires de l'industrie. Et je crois que nous l'avons entendu aujourd'hui, les entreprises, les institutions, tous travaillent à innover pour répondre aux défis environnementaux, sociétaux. Alors, on aurait pu creuser plus certains sujets au niveau des incertitudes, mais je pense qu'on peut être vraiment optimiste pour la place industrielle suisse. Et déjà, félicitations à vous, mesdames, messieurs, pour vraiment tout ce que vous faites. Et puis peut-être juste pour vraiment conclure, oui. Donc le SIAMS est au cœur d'un écosystème complet. Ce que nous avons vu aujourd'hui, le monde change, le monde évolue, la concurrence est toujours là, toujours présente, mais nos entreprises ont vraiment envie de faire toujours mieux et vraiment félicitations. C'est ainsi que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. Les SIAMS TV Days se poursuivent toute cette semaine. Retrouvez-nous tous les soirs sur Canal Alpha et ou sur Internet sur le site canalalpha.ch/SIAMS. Bonsoir.